Et ici, je reprends ce sillon. Je m'arrête et je vous interroge. Je veux vous faire remarquer une chose, c'est qu'en tout cas, ces 10 commandements qui constituent à peu près tout de ce qui, contre vents et marées, constitue ce qui est reçu comme commandement par l'ensemble de l'humanité civilisée ou pas, ou presque, mais celle qui ne l'est pas, nous ne la connaissons qu'à travers un certain nombre de scriptogrammes, tenons-nous-en à la civiliser. Dans ces 10 commandements, nulle part il n'est signalé qu'il ne faut pas coucher avec sa mère. Je ne pense pas que le commandement de l'honorer puisse être considéré comme la moindre indication dans ce sens, positive ou négative. Serait-ce ce qu'on appelle, dans les histoires de Marius et d'Olive, de lui faire une bonne manière? Les 10 commandements est ce que nous ne pourrions pas, la prochaine fois, essayer de les interpréter comme quelque chose qui est fort proche de ce qui fonctionne effectivement dans le refoulement de l'inconscient. Les 10 commandements destinés à tenir, au sens le plus profond du terme, le sujet à distance de toute réalisation de l'inceste, c'est un mode sous lequel ils sont interprétables à une condition et à une seule. C'est si nous nous apercevons en même temps que cette interdiction de l'inceste, comme je vous l'ai indiqué, n'est autre chose que la condition pour que subsiste la parole. En d'autres termes, je crois que ceci nous ramène à interroger le sens des 10 commandements pour autant qu'ils sont liés de la façon la plus profonde à ce qui règle, à ce qui gouverne cette distance du sujet au dasding. Pour autant que cette distance est justement la condition de la parole. Pour autant que la parole, alors, s'abolit ou s'efface. Pour autant que ces 10 commandements sont la condition de la subsistance de la parole comme telle. Je ne fais qu'aborder à cette rive, mais dès maintenant, je vous en prie, que personne ne s'arrête à cette idée que les 10 commandements sont la condition, comme on veut bien le dire, de toute vie sociale. Car à la vérité, comment, sous un autre angle, saurions-nous ne pas nous apercevoir qu'à les énoncer tout simplement, ils apparaissent comme, en quelque sorte, le catalogue et le chapitre de nos transactions à chaque instant. Ils sont en quelque sorte, si l'on peut dire, la loi et la dimension de nos actions en tant que proprement humaines. Nous passons notre temps, en d'autres termes, à violer les 10 commandements. Et c'est bien pour cela, dirais-je, qu'une société est possible. Je n'ai pas besoin pour cela d'aller à l'extrême paradoxe d'un Bernard de Mandeville qui montre, dans la fable des abeilles, que les vices privés forment la fortune publique. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de voir que, si ces 10 commandements sont là avec leur caractère d'immanence préconsciente, ils répondent à quelque chose. Eh bien, c'est là, la prochaine fois, que je reprendrai les choses. Je ne les reprendrai pas pourtant là sans faire encore un détour, et celui-ci, qui fera encore appel à une référence essentielle, celle que j'ai prise quand, pour la première fois, j'ai parlé devant vous de ce que on peut appeler le réel. Le réel, vous ai-je dit, c'est ce qui se retrouve toujours à la même place. Vous le verrez dans l'histoire de la science et des pensées. Et ce détour est indispensable pour nous amener à ce qu'on peut appeler la grande crise révolutionnaire de la morale, à savoir la mise en question des principes là où ils doivent être remis en question, c'est-à-dire au niveau de l'impératif comme tel, le point, le culmen à la fois kantienne et sadiste.
de la chose. Nous verrons la prochaine fois ce que je veux dire par là. Ce en quoi la morale devient pure et simple application de la maxime universelle, d'une part, devient pur et simple objet, d'autre part. Ce point est essentiel à comprendre pour voir le pas qui est franchi par Freud. Ce que je veux aujourd'hui simplement indiquer en conclusion, c'est ceci que, quelque part, un poète, qui est un de mes amis, a écrit. Le problème du mal ne vaut d'être soulevé que tant qu'on ne sera pas quitte avec l'idée de la transcendance d'un bien quelconque qui pourrait dicter à l'homme des devoirs. Jusque-là, la représentation exaltée du mal gardera sa plus grande valeur révolutionnaire. Eh bien, on peut dire que le pas fait au niveau du principe du plaisir par Freud est celui-ci. C'est de nous montrer qu'il n'y a pas de souverain bien, que le souverain bien, qui est Dasning, qui est la mère, qui est l'objet de l'inceste, est un bien interdit, et qu'il n'y a pas d'autre bien. Tel est le fondement renversé chez Freud de la loi morale. Il s'agit de concevoir d'où vient la loi morale restée bien intacte, tout à fait positive, et telle que nous pouvons littéralement, pour employer un terme rendu célèbre au cinéma, nous casser la tête contre les murs, plutôt que de l'avoir renversée. Que signifie-t-il ? Il signifie, c'est la direction dans laquelle je vous engage, que ce que l'on a cherché à la place de cet objet irretrouvable, c'est justement cet objet qu'on retrouve toujours dans la réalité. C'est en tant qu'il est arrivé à la place de cet objet impossible à retrouver, au niveau du principe du plaisir, à retrouver quelque chose qui n'est rien que ceci, qui se retrouve toujours, mais qui se présente sous la forme complètement fermée, complètement aveugle, complètement énigmatique, qui est celle du monde de la physique moderne. Et autour de cela, vous le verrez, s'est joué effectivement à la fin du XVIIIe siècle, au niveau précis de la Révolution française, la crise de la morale.